tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo et aujourd'hui dans ce 18e épisode, on va parler d'art et surtout de l'art-thérapie. J'ai eu l'immense plaisir de discuter de ça avec une art-thérapeute dont j'admire le travail et qui s'appelle Mejda Ben et j'ai le plaisir de l'interviewer pour toi. Je te laisse découvrir notre échange. Ouais. Alors, j'ai le plaisir d'interviewer donc Mejda. Je te laisse tout simplement te présenter. Merci beaucoup, Lamia. Merci de m'avoir invité à participer à ton podcast. Je me présente, c'est Mejda. Mejda Ben, c'est mon nom d'artiste. Mon nom complet, c'est Mejda Ben Chaban. Et je suis actuellement artiste peintre professionnel, c'est-à-dire que je vis de mon art pleinement. Mais derrière cela, j'ai une autre casquette. Je suis psychologue clinicienne et je continue d'exercer ce métier, mais d'une autre façon, on va dire. Et on va prendre le temps de le développer. C'est super et j'ai eu vraiment un coup de foudre pour ton art. L'art que tu fais, les tableaux, c'est magnifique. Vraiment, c'est super. Ceux qui m'écoutent et qui connaissent pas, allez-y regarder. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à ce que j'ai publié sur LinkedIn à un moment donné qu'on s'est rencontrés ou qu'on a échangé à la suite de ça. Et je me suis mise sur LinkedIn par pure curiosité, puisque je me disais, c'est pas forcément la plateforme de l'image et de l'art, mais au final, j'étais vraiment agréablement surprise d'avoir rencontré des personnes intéressées, intéressantes. Et c'est ce côté sérieux et assez engageant que me procure LinkedIn, et c'est un complément à ce que j'ai comme échange et comme retour sur Instagram et sur Facebook. D'accord. Et c'est intéressant parce qu'un jour, j'ai parlé avec une amie en fait, je lui ai parlé de toi. J'étais tellement fascinée par ce que tu fais. Je lui parlais en fait aussi de ce que tu fais, donc de mixer la thérapie avec l'art. Et je parlais de l'art-thérapie, puis elle me disait « Ah tiens, mais tu sais que l'art-thérapie vient du Québec, hein, essentiellement. Enfin, le Québec, apparemment, c'est connu. On me disait qu'il y a de plus en plus au Québec et que de plus en plus de Français s'inspirent de ce qui se passe au Québec avec l'art-thérapie qu'on utilise là comme thérapie, comme moyen en fait de sortir de la dépression, d'utiliser ça comme un moyen d'augmenter, enfin d'améliorer sa santé mentale, etc. Donc moi j'aimerais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que l'art-thérapie d'abord? Oui, alors justement c'est un vaste sujet parce que c'est un sujet, disons qu'il y a beaucoup de courants de pensée, beaucoup de théories et beaucoup de polémiques aussi, du coup. Comme pour tous les secteurs, les domaines où, il y en a ceux qui s'approprient des définitions et certains d'autres qui ne sont pas forcément d'accord. Donc, disons que c'est, du moment que c'est une sorte de pont entre deux disciplines qui sont qui ont déjà leur référent. Donc, c'est assez difficile de pouvoir les connecter et en même temps les définir. Donc, la définition, elle dépend vraiment des courants de pensée. Mais j'ai retenu en écoutant tes podcasts que tu aimes bien aller chercher dans les dictionnaires les définitions qui sont données. Ouais. Donc, j'ai été voir Larousse. Et c'est vrai que c'est une définition assez simple. Mais on pourra creuser chaque terme qui est utilisé. Mais dans Larousse, c'est dit que c'est une méthode qui utilise des modes d'expression artistique à des fins thérapeutiques. Et on retient trois choses. On retient que c'est une méthode. On peut dire que c'est un moyen, que c'est un outil. Okay. La matière première, on va dire, c'est le médium, ce qu'on appelle le médium artistique. Donc, ça peut être, au Québec, on appelle art-thérapie tout ce qui est art visuel, c'est-à-dire peinture, dessin, collage et tout ça, tout ce qui est manuel. Et puis, à côté, on a la musique, la danse, le théâtre, la photo. Donc, toutes les expressions artistiques possibles et imaginables peuvent être, par essence, thérapeutiques. Et on finit en dernier de cette définition par le thérapeutique.
Thérapeutique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une finalité. Donc, on parle du moyen et on aboutit à la finalité qui est la thérapie. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est en souffrance ou qui a une problématique donnée. Elle va consulter et le thérapeute est là pour l'accompagner vers un but, un objectif. Et pour l'accompagner vers cet objectif, il va utiliser un moyen. Et le moyen, c'est l'expression artistique. Alors, pourquoi cette méthode commence à gagner de plus en plus de terrain, disons que ça existe depuis quand même quelques années, ça s'est vulgarisé, ça se vulgarise de plus en plus. Mais ce qu'on a compris surtout aujourd'hui à travers toutes les études scientifiques autour de ça, c'est que le langage verbal ne suffit pas. Le langage verbal tel qu'il est utilisé dans les thérapies classiques n'est pas suffisant pour mettre en lumière toute la partie inconsciente dans laquelle se nichent les difficultés. Je dis ça très, très simplement, c'est que par moment, on va prendre l'exemple des traumatismes. Dans le cas d'un traumatisme, on sait tous que on a un mécanisme de refoulement qui est un mécanisme naturel qui nous protège quand on va refouler le moment du choc, du traumatisme, parce qu'on n'est pas apte à gérer toute cette violence. Et puis donc la vie continue. Et puis on a en nous en sorte en latence des choses qui sont entre guillemets à réparer. Donc tout cela va être révélé et il va être révélé à travers une thérapie, mais les mots, le verbe, le langage verbal est structuré et de façon à ce que c'est limité. C'est important, mais c'est limité. Okay. Donc on va aller chercher une autre façon de s'exprimer qui est non verbale. Donc on a le corps. On sait tous que le corps va dire des choses au-delà du verbe, donc à travers toute la symptomatologie physique et tout ça. Et puis, on a le domaine artistique, qui est un langage non verbal qui est une mine d'or d'informations, de mouvements, d'expression. Donc, l'expression en elle-même, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est qu'on va aller chercher vraiment tout ce qui se niche au fond, au niveau des émotions, au niveau des sensations et tout ça. Et on va l'extérioriser, on va l'exprimer à travers un médium artistique. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'art-thérapie gagne toute sa légitimité parce que ce soit dans le domaine comme je le disais, c'est tout ce qui relève du traumatisme, mais aussi pour les enfants, pour les personnes qui ont des difficultés à accéder au langage verbal, en fait. Ça peut être toutes les personnes âgées qui ont des problématiques neurodégénératives. Donc ça, c'est aussi l'accès au langage verbal qui est problématique. Donc tout ce qui est expression artistique est vraiment efficace. Le Canada, le Québec en particulier, je connais pas le reste du Canada, mais en tout cas moi mes références, entre autres, elles viennent de là. Il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'expériences faites dans le cadre des maladies mentales, des maladies physiques aussi, et voilà. Donc j'avoue que c'est un terreau. Mais après, certains disent que ça vient de la France ou de l'Europe et d'autres disent que du Canada, mais bon, on va pas se crêper le chignon sur les origines. Disons qu'aujourd'hui, il y a des courants de pensée qui sont partagés et qui sont un peu partout, même aux États-Unis. La discipline gagne du terrain et c'est tant mieux. Mais je trouve c'est tellement très, très intéressant ce que tu dis parce que ça me fait... tu sais, dans le développement personnel, on a plusieurs livres, plusieurs courants, comme tu dis, mais ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les sens.
C'est quand on se dit la relation à soi, la connexion à soi, des fois, c'est pas juste la parole qui prime, mais la vue, en fait, l'odorat, la musique, quand tu me parlais de musique, c'est vraiment les sons, etc. Et utiliser ces 5 sens pour se connaître, savoir qu'est-ce qui est. Des fois, on a même des sons qui sont un peu primeurs. C'est exemple, les gens un peu plus visuels, d'autres qui sont plus auditives, etc. Donc, un peu ce que fait la PNL. Euh, voilà, c'est utiliser un peu les 5 sens, même les 6e sens, pour se connecter à soi, se connecter à son subconscient. Et il y a je ne me rappelle pas si je l'avais dit dans l'épisode où j'ai parlé des émotions, mais une de mes clientes, je me rappelle, quand je lui disais, mais qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Pour elle, c'était très difficile de donner un mot. Puis ce que je dis généralement, l'émotion est une vibration dans ton corps. Et personne ne nous a appris à se connecter à cette sensation-là, cette vibration qui est vraiment neurologique dans notre C'est corps. une information. Exactement. Et par contre, personne ne nous dit, quand tu ressens quelque chose qui pique tes yeux, quelque chose qui est dans la gorge ou dans le thorax, ça, c'est une émotion. Et donner la bonne sensation physique à la bonne émotion, c'est pas évident, c'est tout un apprentissage. Et ce que je leur fais faire aux clients des exercices de justement cette visualisation en utilisant un peu des couleurs, des formes, de dire cette émotion-là qui traverse ton corps comme une vague, elle a quelle couleur, quelle sensation, quelle texture, est-ce qu'elle est chaude, froide, est-ce qu'elle est sablonneuse, rocailleuse ou bien elle est lisse. Voilà, genre donner une certaine texture à cette vibration qui traverse ton corps. Et je sais qu'il y a beaucoup de clientes qui aiment ça parce qu'ils arrivent à donner cette sensation-là. Matérialiser. Voilà, matérialiser. Et finalement, c'est ça ce que tu fais, c'est-à-dire mettre après peut-être des dessins en fait à cette sensation-là qu'on n'arrive pas peut-être à utiliser des mots pour la décrire. Ouais. Exactement. En fait, bon, là, je vais parler plus de ma pratique à moi parce qu'elle est, disons que j'ai dû faire avec ce que j'ai appris en tant que clinicienne et toutes les méthodes qu'on a de prise en charge. Moi, j'ai rajouté l'outil artistique en plus de la clinique, de l'entretien qu'on fait avec tous les outils qu'on a. Mais effectivement, donc ce que tu dis, c'est que quand on sait que la finalité, c'est de la connaissance de soi, voir voilà un mieux-être, etc. Ça dépend bien sûr de chaque personne. Chaque personne a son objectif. Mais moi, à travers ma pratique, en plus du langage verbal que je vais utiliser tout de même, parce que voilà, pour le moment, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, mais en ce moment, c'est plus avec les adultes. Donc, je vais amener ça va être un complément, en fait. Ça va être un complément là où on n'a pas les mots. Là où on n'arrive pas, comme tu dis, c'est que des sensations. À ce moment-là, j'invite la personne à passer à l'action et à sortir ça sous forme de couleur, sous forme de forme. Tout ce qui vibre en nous, on peut très bien l'exprimer. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que c'est là, une fois que ça sort, on a un effet de miroir. Et cet effet de miroir, c'est de l'instant T. Je veux dire, c'est vraiment la sensation du moment. Et c'est à travers cet effet de miroir qu'on va avoir ce feedback qui va être nécessaire pour, encore une fois, se connaître davantage et apprendre à identifier, à conscientiser tout ce qui se passe quand on évoque telle et telle chose. Voilà, tout dépend bien sûr des problématiques. Et la matérialisation, elle est essentielle. On disait tout à l'heure sur l'action, c'est quand on reste sur le niveau des pensées, du mental, c'est abstrait, c'est volatile. Parfois, parfois il y a une surcharge. On pense à beaucoup de choses et donc on s'embrouille. Donc on a l'impression d'être dans un brouillard et toutes les émotions qui se mélangent. Et comme tu dis, on n'a pas appris à identifier et à déceler nos émotions et encore moins à les ressentir sur le corps. Donc, tout ce mélange-là, il devient beaucoup plus clair, il devient beaucoup plus… quand on l'a en face, c'est exactement la même chose quand on écrit. Toutes les méthodes, que ce soit dans le coaching ou le développement personnel en général, ils favorisent l'écriture. Parce que justement, on passe d'un état de pensée
dans sa tête. Et dès qu'on utilise un stylo, on utilise une matière, donc ça reste un médium. Donc l'écriture, on est là. On voit plus clair dans ce qu'on a en tête et on met de l'ordre en fait. On met de l'ordre dans le chaos, voilà, pour dire les choses simplement. Et donc l'art il a plusieurs dimensions et moi ce que je trouve fascinant c'est cette multitude c'est-à-dire on peut faire beaucoup de choses avec ça. Je dirais il y a une dimension c'est-à-dire, il y a une dimension sociale, c'est que quand l'art il est pratiqué dans un groupe, quand l'activité artistique est un liant dans un groupe donné, ce qui m'est déjà arrivé d'intervenir au niveau des associations, au niveau des entreprises, c'est qu'on voit que l'activité artistique, elle a cette vertu un peu régressive qui permet de redevenir un enfant le temps juste de la création et donc de sauter, ôter tous les masques sociaux qu'on peut mettre dans la vie de tous les jours. Et donc, dans un groupe, il y a une mise à nu qui permet vraiment que le lien soit il est rétabli s'il y a un problème, soit il est resserré quand c'est nécessaire. Et puis la dimension éducative, on le sait, voilà, ça permet, on retrouve toujours cette finalité de connaissance de soi, parce que un enfant, quand il apprend à s'exprimer, quand il a cet outil-là de façon presque instinctive, il le pratique, ben, à la limite, même s'il va pas mettre des mots par la suite dessus, c'est fait. Voilà, c'est sorti. Et tu parlais tout à l'heure de l'émotion comme une vibration. J'ai rajouté que c'est une information, que c'est un message. Et par moment, pour ne pas que ça se cumule, il faut que ça sorte. Sans intellectualiser, sans mettre forcément des mots. J'entends souvent des parents dire, ah oui, mon fils, il a dessiné telle chose. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas important. Ce qui est important, c'est l'instant où il l'a fait. C'est parti, c'est sorti. Et voilà. Donc après, on peut débattre pendant des heures sur ce que ça veut dire. Je ne trouve pas l'intérêt vraiment d'interpréter les dessins d'enfants. Ce qui serait intéressant de faire dans un cadre thérapeutique, c'est d'amener l'enfant justement à trouver les mots sur ses propres créations. Et là, on rentre dans un process où justement, lui, il va avoir un effet de miroir et il va essayer de comprendre ce qui se passe en lui. Mais c'est avec ses mots à lui. C'est avec ça, c'est à son échelle que ça se passe. Et voilà, donc je peux passer des heures à évoquer, mais je parlais pour ne pas que je me disperse trop, je parlais des vertus et je parlais de l'aspect éducatif, social. Il y a aussi tout le côté, on l'a dit, de développement personnel. On peut utiliser l'activité artistique comme un moyen de se connaître. Et puis il y a aussi le côté esthétique qui est aussi un peu harmonieux que les artistes généralement recherchent. Il y a aussi l'aspect revendication, message politique, identitaire, tout ce qui est de l'ordre du militantisme. Genre appartenance d'un groupe, voilà. Voilà. Et ça rejoint un peu le côté, voilà, ça rejoint le côté social, c'est que nourrir des besoins. Et les besoins, on connaît tous la pyramide de Maslow, on sait que, voilà, il y a des personnes qui vont utiliser l'art pour nourrir tel besoin, d'autres qui vont utiliser l'art pour nourrir tel besoin, et ainsi de suite. On n'a pas tous le même objectif derrière une activité artistique. Et c'est intéressant ce que tu as dit sur ton exemple quand tu as parlé de l'entreprise. J'ai été consultante pendant 15 ans. Puis moi, ce que j'adorais faire, c'est faire ce qu'on appelle ici au Québec des brise-glaces. Ne pas commencer à 8 heures du matin à parler de vision et d'objectifs et d'enjeux. On casse la journée, on essaie de créer une connexion entre les intervenants
par des jeux éducatifs, de connaissance de soi, de connaissance de l'autre, tu sais, avec des images, des jeux, des Lego. Moi, si tu vois mon bureau, j'ai voilà, plein de petits trucs. Et je me rappelle, j'avais un ancien gestionnaire qui me disait, oui, mais la mienne, on n'est pas des enfants. Mais là, j'ai essayé de lui faire comprendre, ben justement, et alors, enfin, les enfants, ils ont du plaisir dans l'apprentissage. Oui, on parle de l'enfant intérieur et qu'on doit on doit prendre soin de cet enfant intérieur parce qu'il est toujours en nous jusqu'à la fin et le nourrir, lui donner sa place et l'amener justement à exister de temps en temps, ben, ça permet d'être adulte pleinement sans frustration. Et vraiment, on a des moments dans nos vies où on est bien content de redevenir des enfants. Il suffit de prendre un dessert ou de se connecter comme ça à nos sensations primaires, de jouer. On a juste oublié qu'à un moment donné, et c'est ce que je retrouve moi à travers mes ateliers. J'invite les personnes que j'accompagne à redevenir des enfants, c'est-à-dire à retrouver une certaine naïveté ou une certaine insouciance. Et à travers ça, déjà, je vais ôter toutes les voix jugeantes qu'on a appris avec le temps, avec la scolarité aussi, toute cette voix qui juge de quelque chose qui est bien fait, mal fait, voilà, toute cette critique qui nous poursuit au quotidien, cette recherche de perfection, cette recherche de résultats. J'ai pas encore vu un adulte qui s'en fiche. Et dès que je propose une activité artistique, on vise toujours l'excellence, on vise toujours la perfection, on vise toujours le bienfait. Et alors moi, dès le départ, je casse ça. Et c'est la première étape, en fait. La première étape, c'est de faire tomber les masques et les barrières et tout ce qui nous freine. Et on le fait dans un cadre entre guillemets, thérapeutique. Mais une fois qu'on a appris à le faire, après, on va pouvoir l'extrapoler dans les autres domaines de vie. Voilà, donc c'est bien de chercher à améliorer, à exceller, tout ça, mais si on le fait partout, tout le temps, il y a à un moment donné un déséquilibre qui se fait sentir. Donc, avoir un espace-temps où on peut créer sans se juger et sans attendre un résultat dans l'absolu tout de suite parfait, ben, ça permet de se décharger complètement de cette pression. Donc, même si le temps, c'est 1 heure ou 2 heures, ben, ça purge. Et on s'accorde. C'est ça, c'est quand on s'accorde ce temps. Et c'est précieux. Avant notre enregistrement, tu me disais, Majda, que tu avais écouté mes épisodes de podcast. Puis j'aimerais bien t'entendre sur le flow. Tu sais, le fameux flow qui a été inventé avec le monsieur que je me suis pratiquée à prononcer son nom, donc fondateur du flow. Réécouter le podcast pour... voilà. Il te pardonnera, j'en suis sûre. Pardon. Et justement, comment on crée justement du flow avec des activités artistiques? Parce que moi, la définition que j'ai donnée, c'est on est dans un état de flow, on est dans une activité, ça peut être même un petit jeu, voilà, un jeu de société, un puzzle ou même une partie de soccer ou de football. Mais comment je crée davantage de flow avec une activité artistique? Alors, c'est le sujet... c'est le premier sujet que j'ai lu ou entendu dans ce que tu as partagé. Oui, en fait, c'est parce que la notion, je la vis personnellement et puis je l'ai vécue par le biais des personnes à travers les ateliers que j'ai animés et tout ça. Et disons que c'est une notion que j'en ai entendu parler depuis un moment déjà. En lisant les définitions et tout ça, j'ai enfin mis, voilà, c'est toujours intéressant d'entendre d'autres personnes parler, théoriser, mettre des mots sur des expériences vécues, clairement. Et effectivement, c'est
C'est un état que j'ai toujours vécu, en fait, depuis que je me connais, j'ai toujours eu besoin de créer dans une certaine bulle. Je me détache un tout petit peu de mon environnement. J'ai toujours été très solitaire et j'ai beaucoup dessiné depuis toute petite. Disons que j'ai cherché ça derrière ce moment où on s'isole du brouhaha, soit dans le milieu scolaire ou le milieu familial. Et puis, on est là, on oublie tout, on oublie le temps, on oublie où on est et on crée. Et ça, c'est quelque chose qui, une fois adulte, euh, j'ai j'ai commencé à le faire consciemment. C'est-à-dire, je suis partie là avant, en tant petite, je le faisais instinctivement. Mais après, une fois que j'ai compris que ça me procurait beaucoup de bien, bah, j'allais chercher ça. Et puis, à un moment donné, avec mes connaissances en psychologie, j'ai dû aller pousser encore plus loin, aller creuser encore plus loin pour amener des méthodes pour inciter les personnes à le faire de façon, encore une fois, consciente. Et j'ai trouvé une méthode qui se pratiquait aux États-Unis, que j'ai rebaptisée de mon côté parce que c'était une marque déposée aux États-Unis. Ça s'appelle le Zen Tangle. Le Zen Tangle, c'est une méthode, ce que j'appelle moi le dessin méditatif. C'est une méthode qui a été mise en place par une artiste peintre et un moine bouddhiste américain. Ils se sont associés et ils ont mis en place cette méthode qui consiste à dessiner des petits carrés avec des petits motifs répétitifs. Et en trouvant cette méthode sur Internet, j'ai cherché, j'ai acheté des livres, j'étais très curieuse de voir comment ça se passe. Eh ben, derrière cela, il y a cette notion de flow qu'on recherche au fait, parce que lorsqu'on se met à dessiner des formes très basiques, très très basiques, mais de l'ordre du graphisme de la maternelle, et de le répéter, eh ben, on se retrouve dans un état de flow parce que justement, il n'y a pas cette intellectualisation, il n'y a pas, c'est-à-dire la consigne, elle est basique. Et on va pas se casser la tête à chercher est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, c'est ça. Et c'est le moment qu'on vit en pleine conscience. Donc, quand on s'intéresse à la pleine conscience, à la méditation, on comprend que c'est vraiment cet espace-temps, cette bulle qui peut durer un quart d'heure, elle peut durer une heure, mais on va vers cette activité dans un objectif de laisser ses pensées nous traverser et puis faire le vide. Et donc, en creusant le sujet, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose que je faisais. Par exemple, je le faisais j'avais toujours mon petit carnet, que ce soit dans les transports en commun ou dans les salles d'attente, ou voire même quand j'assistais à des cours, à des conférences, j'avais toujours un petit carnet dans lequel je griffonnais et tout ça. Et effectivement, c'était à partir de cette observation que ces deux personnes ont mis en place cette méthode. Ils ont observé que lors des réunions ou lors des appels téléphoniques, on a tendance à griffonner dans un bas de page. On fait des petits dessins comme ça. Et c'est à partir de cette observation qu'ils ont compris que on a besoin justement de laisser une trace, d'être en train de griffonner. C'est un réflexe mécanique moteur qui permet de se décharger en quelque sorte. Et après cela, j'ai dû mettre en place des ateliers. J'en ai fait plusieurs où j'ai invité les personnes à venir. C'était ouvert au public et j'ai expérimenté cette méthode et ça a fait beaucoup de bien. Hein. Ne serait-ce que l'idée de créer sans avoir une injonction de perfection ou de résultat, waouh, à la fin. Juste le moment de se poser un moment et de laisser sa main glisser comme ça. Et voilà, donc tout ça pour dire que cet état de flow, alors après, je l'ai reconduit moi de mon côté à travers ma peinture, puisque je me suis dit, bon, ce sont des motifs qui sont pris
au hasard et de façon répétitive. Ce qui permet l'état de flow, c'est la répétition, le fait de prendre un motif et de le répéter à l'infini. Et ça permet au mental d'être en off à un moment. Et je me suis dit, ma curiosité m'a amené vraiment à aller creuser plus loin. Je me suis dit, mais ces motifs-là, ça existe depuis la nuit des temps. Ça a existé dans toutes les cultures anciennes. Ensuite, je suis partie creuser et j'ai trouvé que toutes les cultures anciennes, ça peut aller des Amérindiens aux Indiens, aux Berbères, aux Africains. En fait, tout le monde partage des motifs de base qui sont ils continuent d'exister jusqu'à aujourd'hui. C'est à travers ces motifs qui sont en fait des symboles. Depuis toujours, les personnes laissent une trace à travers des symboles qu'on répète. Et cet exercice-là, pour imaginer encore plus clairement cette femme qui va prendre soit de la terre, soit de la peinture et qui va mettre des motifs sur la façade de sa maison ou à l'intérieur de sa maison, ou le faire à travers un tapis ou sur sa poterie, ça reste un exercice qui est vraiment ressemblant. Donc, il y a toujours eu dans l'homme, chez l'homme en général, la femme aussi, c'est ce besoin-là de créer et de créer pas de façon intellectuelle, de créer de façon symbolique et de laisser une trace. Et c'est à partir de là que je suis partie chercher, moi, de mon côté, à travers ma culture, les motifs qui me correspondent et qui me permettent de communiquer mon identité à travers ma peinture. Et jusqu'à présent, moi, je te parle ça a commencé à partir de 2009-2010. Okay. Jusqu'à présent, je continue à travers mon process de création d'avoir un moment dans la création, d'avoir le moment de flow dont j'ai besoin. C'est que dans toute la chaîne du process de création, il y a des étapes. Il y a une étape que je consacre à ça où je m'occupe des motifs. Et c'est ce moment-là, ça peut prendre une journée, ça peut prendre 2 journées, mais je sais à l'avance que ça va être mon moment de flow où je vais prendre un plein plaisir. Je dis pas que les autres étapes ne sont pas source de plaisir, mais disons que je fais appel à d'autres paramètres plus intellectuels. Je fais des choix, donc je suis vraiment dans des choix stratégiques parfois. On doit choisir des couleurs. Ces couleurs doivent communiquer une émotion ou une atmosphère. Donc voilà, il y a quand même des choix à faire. Et donc voilà, donc à travers tout le temps que ça prend, une création, le temps qu'elle prend, il y a toujours un moment où j'atteins ce moment de flow et j'oublie le temps, j'oublie où je suis. Il m'arrive de rester très très tard et d'enchaîner 12 heures de peinture sans pour autant me fatiguer. Et voilà, donc c'est pour ça que j'adore mon métier. En tout cas, ça s'entend, hein. C'est vraiment très très intéressant ce que tu dis. Je me suis rappelé quand j'étais jeune, j'étais à l'école et on avait un cours de dessin. Et le professeur ne m'aimait pas trop. Hein. Je ne faisais pas forcément des efforts dans le dessin, mais j'aurais aimé. Il y a une part de moi qui aimait, hein, mais que je savais que je n'étais pas douée. Parce que plus tard, je sais qu'il y a une part de moi qui est très dans la créativité. Et je me demandais, en fait, quelle est la différence selon toi entre un artiste et quelqu'un qui est créatif? Parce que c'est comme jamais on m'a donné cette étiquette-là d'artiste, parce que je sais que je ne suis pas une artiste. Mais il y a une part de moi qui est un peu dans la créativité. J'aime ça, être créatif, etc. Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus. C'est quoi ta définition entre quelqu'un d'artiste et quelqu'un qui est créatif? Alors, je dirais que les artistes sont des créatifs, mais c'est pas tous les créatifs qui sont artistes. Okay. Voilà, donc tout repose sur ça. C'est que qu'est-ce qu'on a envie de créer? Est-ce qu'on a envie de créer une œuvre d'art ou pas? On peut créer un plat. On est créatif du moment qu'on ouvre son frigo, qu'on a des éléments et qu'on connecte entre ces éléments pour créer quelque chose. On crée un plat, on crée une entreprise, on crée des associations. Voilà,
c'est être créatif, je le disais, c'est être dans l'action, c'est ramener des idées, les connecter et puis avoir un produit qui en sort. Et ce produit-là, il peut être tout, en fait, tout et n'importe quoi. Et il peut être aussi une œuvre d'art. Donc, disons que être créatif, c'est plus vaste. Ok. On peut, on peut, on peut, on peut être artiste. C'est une voie entre guillemets professionnelle qu'on choisit. On choisit de mettre sa créativité au service de l'art, que ce soit de la musique ou du théâtre ou des œuvres d'art visuelles. Et donc, voilà, pour moi, la différence réside dans ça. Mais clairement, ton expérience, elle est très parlante parce que à travers l'enseignant que tu as eu, bah, tu as en quelque sorte mis une sorte d'étiquette que tu n'étais pas doué. Ouais. Alors que, ayant travaillé dans l'enseignement pendant des années, j'en ai fait une sorte de combat, j'étais vraiment très engagée pour permettre à tous les élèves, j'enseignais au collège où mes élèves, j'essayais toujours de leur inculquer l'idée que le don, entre guillemets, c'est pas moi qui vais ni le révéler, ni l'opprimer, ni voilà. Si c'est un élan vital, c'est-à-dire que pour toi, c'est très important d'utiliser ce moyen-là pour exister, pour être. Je veux dire, tu l'as en toi, c'est pas moi qui. Par contre, je vais te donner les moyens de t'exprimer de cette façon-là. Ça peut te convenir comme ça peut ne pas te convenir. Je veux dire, je trouve que c'est assez violent quand même de dire à un enfant ou à un adolescent, t'as pas ce don, voilà, personne n'en sait finalement. Et même si il n'est pas le résultat de ce qu'il fait n'est pas entre guillemets conforme à ce que peut attendre un professeur, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas les bonnes méthodes. Mais je pars moi toujours du principe qu'on a tous en nous des capacités, des compétences, du potentiel. Et bah, c'est l'intitulé de ton podcast, Révèle ton potentiel. Et le potentiel, il peut être artistique visuel, il peut être artistique musical, il peut être artistique théâtral. Il faut pas oublier que l'art, il est multiple. Et que dans notre cursus scolaire, l'idéal, c'est d'avoir l'occasion d'expérimenter tous les arts. Et à un moment donné, une fois adulte, on se dit, moi, mon moyen, mon canal d'expression de prédilection, il est ça, ou les deux, ou les trois, ou voilà, il y en a qui sont multitâches. Donc, tout ça pour dire que créer, c'est pour moi quelque chose de vital, d'important, et le fait de comprendre le mécanisme et de savoir en quoi moi je vais pouvoir créer, qu'est-ce que je vais pouvoir créer qui me ressemble et qui me correspond et qui me permet de me nourrir et de grandir à travers cette création, bah déjà ça c'est avoir le champ du possible qui s'élargit parce que je peux ne pas être je peux avoir un frein concernant le dessin et la peinture, je peux ne pas apprécier ça. Voilà, ça peut avoir différentes raisons. Ça ne veut pas dire que je suis pas créative. Je vais créer dans un canal ou avec un médium, comme je le disais tout à l'heure, qui va plus m'animer, qui va faire écho dans ce que je suis profondément. Et c'est pour ça que quand je reviens sur l'art-thérapie, les arts-thérapeutes, ils sont un peu spécialisés. Bon, il y en a ceux qui maîtrisent plusieurs arts, mais clairement, si moi je sens que la musique me fait vraiment vibrer et va me permettre d'exprimer tout ce que j'ai au fond, je vais vers un musicothérapeute pour être
au diapason Ok. avec l'outil de l'instrument de musique ou du son ou des notes, parce que ça va plus me permettre de sortir des choses. Et c'est pareil pour les autres arts. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est tous créatifs par essence. Puis, Ça permet de l'optimisme, ouais. de garder son optimisme. C'est vrai. Et c'est drôle parce que je t'ai parlé de ça parce que je voulais enchaîner avec une des questions, même un conseil en fait. C'est que hier, ma fille, tu sais que j'ai une fille de 6 ans qui est au CP et j'ai reçu son bulletin hier. On a rencontré sa prof. Tout va bien, sauf le dessin. J'ai tellement ri parce qu'elle me dit, ah ben le dessin, ben, elle n'est pas très bonne, elle dépasse. Et j'ai remarqué, en fait, ma fille qui est très, tu sais, elle adore prendre des feuilles et dessiner. Elle fait voilà. Elle n'aime pas forcément le coloriage, tu sais, tu sais, les dessins préimprimés ou coloriés des princesses. Elle préfère vraiment prendre une feuille blanche et grabouiller, faire des gribouillages. Ces derniers jours, dernières semaines, elle fait moins ça. Et j'ai essayé de lui dire et tout, puis finalement, j'ai compris que c'est suite aux remarques de sa professeure. Puis je comprends, sa prof, elle est très, bon, elle veut pas lui donner trop de temps de colorier bien, etc. Parce qu'elle est minutieuse, ma fille. Donc elle gribouille effectivement juste pour, voilà, juste pour faire l'exercice. C'est plus des exercices, exemple de mathématiques et tout, de dire colorier le chiffre 2 et bon, elle veut pas dépasser, mais vu que le prof lui dit, bon, bah, t'as 2 minutes, fais l'exercice rapidement, donc elle fait ça rapidement. Et justement, ce serait quoi tes conseils pour qu'elle développe en fait son potentiel justement de dessin, si elle veut devenir artiste, tant mieux, mais je veux pas avoir comme cette identité-là de je suis pas artiste, un peu comme moi quand j'étais jeune, et je m'essaye pas au dessin, je m'essaye pas à la peinture, etc. Donc, qu'est-ce que je peux faire moi comme maman et pour cultiver finalement son potentiel? Bon, déjà, c'est un sujet, je pense, qui va nécessiter un autre Une autre, podcast. un autre épisode. Parce que honnêtement, c'est tellement passionnant. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui en même temps me révolte, mais en même temps, je sens qu'il y a des choses à dire et pour les parents et pour les éducateurs, parce que tout démarre du fait d'écouter le besoin de l'enfant. Si on ne démarre pas de ça, on fait Ok, forcément fausse route. d'accord. Donc, un enfant, il faut pas mélanger, il faut pas mélanger les choses. Là, dans le contexte que tu me décris, c'est un contexte où il y a une consigne, Ouais, d'accord? La ouais. consigne consiste à remplir un vide, d'accord? C'est dire remplir tel carré ou tel triangle pour dire qu'on a Colorier. compris. Exact. Voilà. Donc, à la limite, l'objectif n'est pas ni Hmm. esthétique, ni symbolique, ni rien du tout. Elle le fait parce qu'il faut le faire, tout Hmm. simplement. Donc, il faut répondre à une consigne. Ça, c'est une chose. Mettre l'accent sur sa capacité ou pas de colorier dans ce cadre-là, c'est pas, je veux dire, c'est pas un problème parce Hmm. le problème ne se pose pas. OK? Ok. Parce que Hmm. le but, c'est de remplir. Qu'on le remplit un peu, qu'on le remplit complètement, parfaitement, C'est c'est la ça. même chose. L'essentiel, c'est de répondre à une consigne. Et j'imagine que ta fille, elle a dû comprendre que le but, c'est pas de faire joli et tout ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un enfant, selon son éducation, selon son caractère et selon sa sensibilité, il va avoir deux choses qui vont l'animer. Il va avoir un élan euh, vital, un élan personnel à exprimer, et il va avoir le regard de l'autre, Hmm. que ce soit son éducateur ou son parent. Et le regard de l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de lui, ça va inciter, ça va être une sorte d'enjeu, au fait. Hmm. Est-ce que je vais faire comme je veux moi, et peu importe ce que l'autre va penser, ou alors je vais faire plaisir à l'autre. Hmm. Donc, que ce soit faire plaisir à son enseignante ou faire plaisir, tout ça, pour moi, c'est un terreau, c'est-à-dire qu'on va déjà comprendre le caractère de l'enfant et Hmm. quelles sont ses aspirations derrière ça. Donc, déjà en tant que parent, observer Hmm. cette attitude-là au-delà du résultat. C'est-à-dire que cet enfant, il fait ça pourquoi? C'est quoi l'enjeu derrière et c'est quoi son objectif à lui? Hmm. Ok. Maintenant, il y a deux choses. Moi, je trouve qu'un enfant de 6 ans, il ne faut surtout pas
l'enfermer, le brimer ou voire lui donner des cases à remplir comme pour ce qui est des... Moi, je suis complètement contre les livres de coloriage. Ah, ok, bah Je suis complètement contre parce ok. que ou du moins, il n'y a pas de souci, on offre des livres de coloriage, mais on autorise l'enfant de dépasser les limites. Ah, d'accord. Parce que c'est-à-dire quand je dis on l'autorise, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire s'il dépasse les limites, on va pas lui dire t'as mal fait. Ok. On va lui donner les limites. Je t'offre les limites, mais je t'autorise de faire ce que tu veux de ces limites. Parce que Hmm. c'est symbolique, en fait, les limites. C'est Hmm. symbolique. Il les voit. Mais Hmm. est-ce qu'il va décider de les respecter ou les dépasser? S'il les respecte, c'est tant mieux. S'il les dépasse, c'est tant mieux. C'est-à-dire, c'est son état actuel. Hmm. D'accord? C'est que, encore une fois, il faut aller au-delà de l'esthétique, il faut aller voir derrière la symbolique parce qu'un enfant, il s'exprime à travers ça. Et Ok. s'il veut dépasser les limites, ok, autant qu'il les dépasse sur le cahier. Hmm. Sympa. Et c'est autant on l'autorise d'avoir un moment dans sa vie où il a toutes le stress, la charge mentale d'un enfant de 6 ans avec tout ce qu'on lui demande de faire à côté. Au moins, il se dit, bon, quand je vais ouvrir ce cahier, ces limites, ah bah, je vais les dépasser parce que j'ai Ok. pas le droit de les dépasser ailleurs. Ok. Voilà, donc, pour moi, c'est très important de savoir, d'avoir un objectif derrière un exercice quel qu'il soit. Hmm. D'accord? L'adulte doit avoir un objectif. On va pas lui dire, tiens, prends une feuille et un crayon et fais ce que tu veux. Parce que oui, il va faire ce qu'il veut, mais après, il va te ramener le dessin. Hmm. Et il va avoir ton regard que tu vas porter sur son dessin. Et ça va l'aider à en faire encore et encore. Hmm. D'accord? Donc, c'est très important d'être dans une posture d'écoute, d'observation et surtout de non-jugement. Ok. Surtout. Parce que à partir de, on va dire, 10 ans, 10, 12 ans, préadolescence, là, même dans les programmes scolaires, on va voir qu'on va avoir plus, on va être un peu plus exigeant Ok. et tout l'aspect abstraction, tout ce qui est ordre, on va apprendre à l'enfant d'utiliser l'outil. Et là, si on veut apprendre à l'enfant des techniques, à ce moment-là, on peut introduire des techniques. Mais permettre, avant 10 ans, de laisser libre cours à son imagination, Ok. c'est vraiment planter la graine dans un terreau fertile. Parce que Ouais. c'est avec cette imagination-là qu'il va pouvoir, une fois adulte, l'utiliser sans culpabilité. Ok. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, on a tous besoin de cette imagination pour développer des projets, pour tout, pour la vie de tous les jours. Donc, cette imagination, si on a eu une injonction de il ne faut pas ou il faut mettre des limites, ah ben, voilà, on va pas forcément utiliser. Donc, permettre à l'enfant d'aller puiser dans son imagination et de s'exprimer librement sans jugement va lui permettre en tant qu'adulte de s'autoriser ça, même s'il a appris entre-temps à maîtriser des outils. Hmm. Ok. Voilà. C'est fou ce que tu dis, mais parce que j'en ai acheté hein, des cahiers de coloriage, mais elle n'aime pas ça. Puis c'était drôle, il y a quelques jours, on était, en fait, on était dans une salle d'attente. Puis elle voulait gribouiller, mais elle a pris un reçu, un de mes reçus blancs, tu vois, les petits reçus d'un magasin. Puis elle a commencé à gribouiller, à dessiner de petits soleils, des petites licornes et tout. Et c'est fou ce que tu dis finalement. Ben oui, donc je vais ranger tous ces cahiers de coloriage. Bon, ben merci. Je trouve ça riche ce que Non, mais tu relèves. je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion aux parents, encore une fois, think out of the box, c'est Ouais, pas pour rien. Je veux dire, si on ne l'autorise pas à cet enfant de penser en dehors du carré et de ses limites, ben, il va être bien discipliné, ok. il va être bien carré, il va être bien, voilà, dans Ouais, le respect absolu de l'obéissance et tout ça. conformiste, quoi.
Ouais. Est-ce que la question, et je ne suis pas du tout en train de juger ou quoi que ce soit, mais est-ce que le monde d'aujourd'hui, je dis bien le monde d'aujourd'hui parce qu'il est complètement différent de celui d'il y a 10, 20 ans ou 30 ans, est-ce que le monde d'aujourd'hui a besoin ou pas de ce conformisme? Alors, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui en tant qu'adulte, on le vit dans la vie professionnelle ou même dans sa vie personnelle, dans ses choix de vie et tout ça, d'avoir ou pas ce conformisme. Je veux dire, aujourd'hui, moi, en tout cas, je l'ai vu quand j'étais enseignante, les enfants, les adolescents de cette nouvelle génération a plus besoin de sens, de chercher du sens dans ce qu'ils font plutôt que d'obéir au doigt et à l'œil et encore moins au bâton. C'est pas quelque chose qui va les motiver ou qui va les driver, quoi. Donc voilà. Donc derrière le regard d'adulte qui permet à l'enfant de sortir du cadre, tout en ayant un cadre. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'important. On identifie le cadre, mais on lui dit, ici, tu peux sortir du cadre. C'est très différent que de ne pas avoir de cadre. Exact. Et ça, dans l'éducation, on est passé d'un extrême à un autre. C'est-à-dire, on est passé de une éducation hyper stricte à une éducation complètement éclatée, libérée, où l'enfant est roi, il fait ce qu'il veut. Eh ben, à un moment donné, il va falloir réconcilier ces deux courants et aller chercher ce juste milieu pour dire, voilà le cadre, bon, tu sors du cadre, tu assumes. En tout cas, c'est super passionnant, Majda, de t'entendre là-dessus. Écoute, c'est déjà presque la fin de l'heure. Enfin, est-ce que ce serait quoi le mot de la fin? Pour le mot de la fin, c'est assez compliqué, difficile de synthétiser, voire de conclure tous les sujets qu'on a abordés ici. Mais disons que ce que j'appelle moi, parce que j'ai toujours été passionnée par le fait que l'art pouvait permettre aux personnes d'être non. Je vais reformuler autrement. J'ai mis sur LinkedIn la première phrase dans ma description, et si l'art pouvait sauver le monde. Bien sûr, c'est quand même assez optimiste et ambitieux de le dire comme ça, mais derrière ça, j'insinue que de par toutes les vertus dont on a parlé tout au long de cet échange, je dirais que nous avons tous intérêt à mettre l'art dans notre quotidien, qu'on soit acteur ou consommateur ou spectateur, parce que voilà, c'est un moyen. C'est un moyen d'exister, c'est un moyen de s'exprimer, c'est un moyen d'être en lien avec l'autre. C'est un moyen de s'exprimer au sens large, d'exprimer ses idées, mais de façon voilà, acceptable, on va dire, entre guillemets. C'est pour moi, j'ai toujours milité dans ce sens-là, que ce soit dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine associatif ou même dans le domaine de la santé. On le sait aujourd'hui, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et donc, à travers tout ce qu'on peut vivre comme difficulté au quotidien, nous avons tous tout intérêt à avoir un moyen d'expression et l'art peut être très accessible par moment. Il y en a d'ailleurs au Canada qui mettent des médecins qui prescrivent dans leur ordonnance des visites de musées. Et j'ai trouvé ça génial parce que justement, moi personnellement, je le vis en partant voir des expos, en visitant une expo dans un musée. Je suis dans un état de flow justement où on oublie complètement, on est submergé par toute cette esthétique et par toutes ces merveilles et
c'est vraiment pour moi essentiel. Et ça passe par l'éducation. Les parents doivent inciter les enfants très tôt à consommer cet art-là et pourquoi pas le pratiquer une fois adulte. Donc voilà, je sais pas si j'aurais peut-être plus de choses à dire, mais je me contenterai de ça maintenant, aujourd'hui. Ça me ferait plaisir de te réinviter à un autre, ouais, à un moment. Il y a tellement de choses riches en fait, à parler et à discuter. Je trouve ça super intéressant. Je te remercie beaucoup, Majda, d'avoir accepté mon invitation. Comment on peut te trouver, voilà, tu parlais de LinkedIn, c'est quoi ton nom sur LinkedIn, puis sur d'autres réseaux sociaux? Alors, sur LinkedIn, étant donné qu'à la base, c'est un CV, un réseau social qui partage notre parcours professionnel. Donc, c'est Mejda Benchaban, donc le nom complet. Et sur les réseaux sociaux type Instagram et Facebook, c'est Mejda Ben, c'est-à-dire voilà le nom en diminutif. Et sur bientôt mon site il sera opérationnel, donc c'est mejdaben.com. D'accord, parfait. Et voilà, donc c'est déjà beaucoup de plateformes de partage. Et je serai joignable sur toutes ces plateformes. Et donc, j'accompagne des personnes en difficulté qui souhaitent justement utiliser les moyens artistiques et développer leur potentiel créatif justement pour leurs difficultés de vie ou quelles qu'elles soient. Et puis, je travaille aussi, je réalise des œuvres sur commande. C'est-à-dire que j'écoute les besoins de mes clients. Vraiment, je prends tout ce qui tout ce qui leur, je traduis leur bout d'histoire, leur émotion. Et voilà. Donc, je suis dans l'humain. Malgré ma casquette d'artiste, je continue d'être dans l'humain, dans le partage et dans le lien. Pour moi, c'est très important. Super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ta générosité, pour ton partage et je te dis à bientôt. À bientôt, Lamia. Voilà, on termine sur ces belles paroles. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. J'en profite pour souhaiter à l'ensemble de la communauté musulmane un Ramadan Mubarak. Sahar Ramadankum à tous et à toutes. Je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.